Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Et merci à Valérie et à l'équipe du MEDEF de me donner cette occasion de partager avec vous le fruit d'une expérience et d'une expertise. Et puis avec Valérie, quand on a décidé de ce sujet fin avril, on était loin de se douter qu'il serait d'actualité, surtout aujourd'hui, avec un certain nombre d'événements qui se passent bien sûr dans le pays, dont vous êtes tous au courant. Et donc, ça prend toute son importance aussi, les entreprises, bien sûr, ou l'économie globalement, elle est au cœur de tous les sujets aujourd'hui. Moi, je suis donc Redouan Znaghi, je fais du conseil en finance, stratégie et pilotage d'entreprise, pas depuis longtemps, depuis 4 ans, et j'ai passé une longue carrière dans la banque, plus de 30 ans dans la banque et la finance, dans la banque, sur le métier de la finance d'entreprise. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir à chaque fois d'accompagner les entreprises de toute taille, justement pour grandir, pour croître et pour atteindre leurs objectifs. Je vous propose pour aujourd'hui la chose suivante. C'est des objectifs et puis on les vérifiera à la fin. Alors ça fait un peu bizarre de dire comprendre pour un objectif. Vous savez, l'objectif doit être smart, n'est-ce pas? Mais au moins si on arrive à comprendre l'utilité et la nécessité de la prévision et de la planification financière pour une entreprise, quelle qu'elle soit. Le deuxième, c'est prendre conscience de l'impact de la réglementation bancaire et financière sur l'activité des banques et des établissements financiers et l'impact donc direct sur leurs relations avec les entreprises clientes. Et enfin, acquérir un certain nombre de clés pour optimiser la gestion financière à l'aide d'un pilotage avisé, en tout cas pour prendre conscience que le pilotage est un élément essentiel dans la conduite des affaires pour une entreprise. Pour atteindre ces objectifs, nous avons annoncé 4 questions. La première, c'était en quoi la prévision financière est cruciale pour le succès à long terme de l'entreprise. Le deuxième point, c'est quelles sont les stratégies pour minimiser les risques financiers en période d'incertitude économique. Et enfin, une troisième question en 2 parties, c'est essentiellement donc la relation avec les banques. Comment améliorer le pilotage et obtenir les financements nécessaires au développement de votre entreprise à des conditions favorables. Et enfin, 3B, comment la réglementation financière va agir en fait et impacter la relation de la banque avec l'entreprise. Pour répondre à ces 4 questions, en fait, on découvre en fait qu'il n'y a pas de séquentialité, bien entendu. Toutes ces questions sont interconnectées, mais il fallait bien commencer quelque part. Pardon. J'ai pris le parti de commencer par la fin. Et donc, je vous propose le traitement suivant. D'abord, on commence par la réglementation et l'impact sur les entreprises. La deuxième, c'est le pilotage. Et comment un pilotage efficient va ouvrir les portes d'un financement, quel qu'il soit d'ailleurs. Troisièmement, le management du risque, le risk management, comme on dit. Et enfin, démontrer l'importance du pilotage pour une entreprise. Voilà un peu ce que je vous propose. Et en fait, vous allez découvrir tout simplement que tous ces thèmes sont interconnectés entre eux. La première, donc, réglementation financière et impact sur les relations banque-entreprise. À chaque fois, vous allez trouver le bandeau ici, c'est la question concernée, pour rappel. Et donc, en 3 points, l'importance de la conformité réglementaire. La deuxième, c'est un panorama rapide de quelques réglementations qui impactent directement la relation banque-entreprise. Et enfin, la relation collaborative banque-entreprise. Je dis même pas relation gagnant-gagnant parce qu'il n'y a pas de compétition. C'est une relation gagnant, c'est une relation de collaboration et de coopération, mais pas de compétition. Alors, première chose, on va les dérouler rapidement. Je pense que le document va vous être envoyé après par l'équipe, donc en PDF. J'ai pris aussi le parti d'écrire, pas mettre trop d'images parce que c'est des sujets techniques. Donc autant que vous gardiez une trace écrite et puis vous écrivez le reste si vous le souhaitez.
Donc rapidement, la prévention des crises financières. Et vous le savez, le plus gros de la réglementation bancaire et financière est venu après la crise 2007 qui a eu son apogée, si j'ose dire, en 2008. Et depuis, création du G20 et toutes les réglementations qu'on connaît aujourd'hui viennent de cette époque-là. Bien sûr, ça a commencé avant, mais ça s'est accentué énormément à cette époque-là. Et donc, la réglementation, ça vise à prévenir justement les crises ou à atténuer leurs effets. Je dis toujours, le pilotage, la gestion des risques n'élimine pas les risques, mais atténue et nous permet de mieux les gérer. La surveillance et audit facilité, bien entendu, la réglementation apporte toujours un aspect gouvernance et donc d'organisation, ce qui permet justement de faciliter la surveillance par l'entreprise elle-même ou la banque elle-même, mais aussi par les autorités de tutelle. L'efficacité opérationnelle accrue, ça, comme je disais, ça a toujours, la réglementation s'accompagne de règles, d'organisation, de gouvernance et de minimiser bien sûr les risques opérationnels. Réduction des risques juridiques. Voilà, vous en connaissez un rayon, et donc ça permet justement d'éviter les sanctions, les amendes et les poursuites judiciaires. Ça permet justement d'être en règle constamment parce que voilà, on a un garde-fou important et qui est bien au-delà parfois des règles et lois du pays. Amélioration de la réputation, ça va sans dire, bien sûr, une entreprise conforme, comme on dit compliant, elle va être beaucoup plus écoutée, beaucoup plus appréciée. Accès facilité au marché financier, ça va sans dire, les banques et les institutions financières conformes, mais bien sûr, vont avoir accès plus facilement, peut-être à des prix intéressants, au marché financier. Et enfin, attraction des investisseurs institutionnels. La majorité des banques privées ont des investisseurs divers et variés. De plus, la banque est conforme et a une bonne réputation et clean, plus elle va être bien sûr sujet à investissement. Voilà un peu en résumé les quelques points qu'apporte la réglementation financière et bancaire. Maintenant, on va commencer à parler des principales régulations financières, à commencer par la fameuse règle de solvabilité. Vous entendez parler de Bâle. Alors il y avait Bâle 1, 87-88. Oui, c'est ça, 1987-1980. Je dis 1900 parce qu'on ne sait jamais. Et donc, et ensuite on a eu Bâle 2, 2004, et qui a déjà fait évoluer beaucoup les règles. Et maintenant, on a Bâle 3. Bâle 3 qui globalement devrait être mis en force en 2025 intégralement, mais dès 2010, on a eu les premières règles qui ont été imposées. Qu'est-ce que la solvabilité pour une banque? L'objectif, c'est assurer que les banques maintiennent des niveaux de capitaux propres pour absorber les chocs financiers. À quoi servent les capitaux propres? Vous savez que les capitaux propres sont alimentés par leurs résultats de l'entreprise. Ils viennent renforcer les fonds propres. Si les résultats sont négatifs, ça va venir dégrader les fonds propres, voire causer une faillite, tout simplement. Et donc, si une banque est dans ce cas-là, catastrophe. Donc à ce moment-là, et quand une banque fait faillite, c'est tout le système financier et même économique qui peut être en danger. Donc ça, c'est l'objectif de Bâle, enfin, du ratio de solvabilité. On parlera après d'autres éléments. L'impact sur les banques, donc, les ratios de solvabilité vont être un peu plus élevés. Et donc, la gestion des risques est plus rigoureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec le ratio de solvabilité Cook ou ratio Bâle 1 de 88, on avait un ratio fonds capitaux propres des banques rapporté aux actifs pondérés ou risques, ça doit avoir un minimum de 8% pour tous les fonds propres et 4% pour les fonds propres durs, qu'on appelle les fonds propres durs.
le BAL 2 est passé par là, après BAL 3, maintenant, les couches se sont ajoutées. Et les grandes banques maintenant, rien que pour la partie, ce qu'on appelle Tier 1, fonds propres durs, doit aller jusqu'à 11-12%. Et quand on ajoute toutes les couches, on peut arriver jusqu'à 20-22%. Ça veut dire qu'une banque, pour faire un prêt risqué à 100, il faut qu'elle ait 20 de fonds propres. C'est d'emblée et intouchable les 20. Donc une fois on fait, voilà, donc les risques pondérés, on va dire pourquoi. Donc je prête 100, je dois avoir 20 de fonds propres. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après avec impact sur les entreprises? Eh bien, accès au crédit, les banques peuvent devenir plus sélectives, bien sûr, dans l'octroi de crédit, augmentant l'exigence en matière de solvabilité des entreprises. Comme la banque, on lui demande d'être solvable, eh ben, elle va demander à ses clients d'être solvables. Et donc, la solvabilité des banques, des entreprises, va être épluchée et bien sûr étudiée de très près. Le coût de financement, ça va sans dire, si l'entreprise présente un dossier parfait, pur et parfait, ben elle aura peut-être des conditions de taux d'intérêt et de conditions de remboursement favorables, très favorables. Ben si c'est solvable mais présente quelques risques, eh bien, ben, le taux, bien sûr, il faut se rattraper sur la marge. Et donc, dans la gestion des risques, les entreprises, donc à ce moment-là, ce qui est positif, ça veut dire que l'entreprise doit elle aussi avoir une gestion des risques rigoureuse. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir du ratio de solvabilité, c'est que la banque, pour prêter 100, pondérer. Pourquoi pondérer? Parce qu'il y a les garanties, les collatéraux, etc. Donc, si la banque prête 100 euros et elle a des garanties très fortes, ça peut être pondéré qu'à 50 ou 80. Et donc, c'est sur ces 80 qu'on va avoir 20% de fonds propres. Donc, pour simplifier, un risque de 100, la banque doit avoir 20 ou 10 ou 12 de fonds propres. En tout cas, il faut un minimum, un matelas minimum de fonds propres. Et donc, évidemment, la banque, dès que l'entreprise va aller solliciter un crédit, ben voilà, elle va justement demander tous ces éléments pour pondérer le moins possible pour avoir à mobiliser les fonds propres. Pourquoi on parle de fonds propres? Les fonds propres appartiennent à qui? Appartiennent à l'actionnaire. L'actionnaire, quand il met son argent dans l'entreprise, ben, il demande une rémunération. Donc on peut dire, bon voilà, c'est bien, une entreprise vient demander 100, il n'y a pas de raison, je n'ai pas les 20, je vais demander mon actionnaire, mettez-moi un petit 20 et je fais le crédit. Non, l'actionnaire, ok, il peut mettre le 20, d'abord on ne mobilise pas un actionnaire du jour au lendemain. Et la deuxième chose, c'est qu'il va demander un return. C'est évident, c'est normal. Et donc, les fonds propres, c'est la ressource la plus chère dans une entreprise. C'est la ressource la plus chère dans une entreprise. Donc, c'est pas possible à chaque fois que la banque, dès qu'elle a un crédit et les limites en fonds propres, elle va demander à ses actionnaires d'aller remettre au pot, comme on dit. Donc, c'est pour cela que c'est très très compliqué à chaque fois. Donc, quand on demande un crédit, eh bien, voilà, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut respecter. La contrainte s'ajoute, alors le BAL 3 ajoute le ratio de liquidité qui n'existait pas avant, enfin, pas dans sa forme actuelle. Liquidity Coverage Ratio, de LCR, qui lui, oblige les banques à chaque fois à avoir une réserve de liquidité pour simplifier, mobilisable à moins d'un mois. Et donc, pareil pour les prêts aussi aux entreprises, ce ratio va être aussi impactant. Parce qu'un prêt de 29 jours n'est pas pondéré de la même manière en liquidité qu'un prêt de 31 jours. Et on passe tout de suite à autre chose, à une autre pondération. Et donc les banques, là aussi, ça, je n'ai pas mis ici, voilà. Et puis après, donc la liquidité, il y a le troisième point, c'est le ratio de leverage, le ratio de levier. Le ratio de levier, c'est un ratio qui va rapporter le montant des fonds propres au total crédit, au total des actifs d'une banque. Et donc, il ne faut pas qu'il dépasse, il faut qu'il soit un minimum, de 3%.
Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas que la banque prête. Donc vous voyez comment les banques sont encadrées? Au moins 3 ratios. Je ne parle pas d'autres choses. BEL 3, il est plein. Après, il y a la gouvernance, et puis il y a les risques des marchés, bien sûr. On n'en parle pas ici, mais les risques de marché aussi, etc. Donc rien qu'avec ces 3 contraintes qu'il faut avoir en tête quand on va voir la banque. Voilà. Donc on parlera après de la relation et comment la banque aussi peut faire un effort vis-à-vis de l'entreprise. Donc l'entreprise doit être consciente que la banque, voilà, quand elle exige un certain nombre de choses, elles sont totalement légitimes et voilà comment elles vont aller ensuite impacter la banque elle-même. Deuxième réglementation, IFRS 9. Vous avez entendu parler, en tout cas, je pense que vous connaissez. Donc les gens dont la finance connaissent IFRS 9. IFRS 9, c'est une norme comptable internationale. Je n'en parle pas ici pour le plaisir technique, hein, c'est juste parce qu'elle impacte, pour simplifier. Alors pareil, l'objectif, c'est d'améliorer la présentation des instruments financiers, en particulier la classification, la mesure et la comptabilité de couverture. Mais ici, pour simplifier, on va dire, là vous connaissez tous, la provision, risque, provision pour risque. Voilà, ça va gérer ça. Avant, il y avait IAS 39, qui, elle, travaillait sur, globalement, pour simplifier encore les risques avérés. Là, maintenant, la provision, voilà, l'impact, c'est quoi pour la banque? C'est que non seulement, c'est que avant, ce qu'on faisait, provisionner les pertes de crédit attendues et à la reconnaissance initiale de l'événement de crédit. C'est-à-dire, on n'attend pas qu'il y ait un impayé, qu'il y ait un retard, etc. Non, on provisionne dès qu'on a connaissance, dès la mise en place du crédit. Et ça se passe en 3 étapes, pour vous, pas compliqué, mais en tout cas, sachez qu'avec IFRS 9, il y a obligation de provisionner à chaque étape pratiquement de crédit, quelle que soit la contrepartie. Après, bien sûr, en fonction de la contrepartie et la valeur de la contrepartie, on va provisionner plus ou moins. Et il y a un autre impact aussi, c'est l'impact il y a une composante économique dans IFRS 9, c'est-à-dire qui ne dépend pas de l'entreprise emprunteuse, mais qui dépend de ce qu'on appelle le forward looking, c'est comment les prévisions économiques. Donc si les prévisions économiques sont mauvaises, la banque doit aussi prendre en compte ça pour provisionner un minimum correspondant à ces prévisions qui sont défavorables. Et puis, l'inverse est vrai. Si les prévisions sont très bonnes, eh bien, la banque provisionne moins. Voilà. Quel est l'impact sur l'entreprise? Augmentation des provisions de la banque, bien sûr. Les banques peuvent augmenter leurs provisions pour perte de crédit, ce qui pourrait rendre les rendre plus prudentes dans l'octroi de crédit. Toujours pareil, c'est le même résultat en fait. Et donc l'analyse de la solvabilité des entreprises est plus que jamais nécessaire. Donc la banque, avant d'octroyer, il faut absolument qu'elle s'assure de la solvabilité, de la contrepartie, donc de l'entreprise, la capacité à rembourser, est-ce que ces comptes vont supporter ces remboursements, etc. Voilà un peu Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là sur la solvabilité et sur les provisions? Cette mise en application de 2025, on comprend qu'il faut emprunter le plus rapidement possible en 2024. Non, 2025, c'est l'intégralité de BAL 3. Mais par exemple, le ratio, il est déjà en cours depuis 2010. Oui, depuis 2010. D'accord. Ces différents ratios d'utilité, solvabilité, qui sont mis en place. Ouais. J'ai compris que les règles étaient de plus en plus contraignantes pour les banques, donc de facto pour les entreprises. Absolument. Et 2025, la règle va être encore plus contraignante. Voilà, 2025, parce qu'il y a quand même encore des négociations au niveau européen et international sur un certain nombre de règles concernant les marchés financiers essentiellement, et l'application, vous savez, il y a toujours ce débat Europe-États-Unis, et donc voilà, c'est pas appliqué, alors c'est des règles internationales, mais parfois les États-Unis se donnent des libertés pour les appliquer comme elles souhaitent. Donc voilà, donc il y a encore des débats pour statuer définitivement sur
sur l'application, notamment sur la partie marché. Mais ça, ce que je dis, la solvabilité, ça c'est en cours depuis d'ailleurs de 1988, et puis ça ne fait que, bien sûr, devenir de plus en plus strict. Et IFRS 9, c'est depuis 2018, oui, je sais pas, 1er janvier 2018. Donc voilà, et les règles, la majorité des règles, c'est 2010, suite à la crise 2007-2008, et la création du G20, à l'initiative de la France d'ailleurs. Et les règles qui sortent depuis à ce moment-là au niveau européen. Voilà. Je continue. Est-ce que ça va changer en fait les notes des entreprises? Parce que si les règles sont plus strictes, forcément, il va y avoir une dégradation. Économiquement, c'est plus risqué, donc il va y avoir peut-être une dégradation sur certains secteurs d'activité, parce que même nous, quand on veut contracter avec un client, on va regarder en fait où se situe. Est-ce que naturellement, ce panel de clients ou certains secteurs d'activité, bâtiments, par exemple, vont avoir des notes qui vont s'abaisser, nous se dire il y a des délais de règlement qu'il va falloir qu'on diminue. Oui. Alors c'est vrai que tout est interconnecté. En revanche, ces règles, bien sûr, s'appliquent aux établissements financiers. C'est leur application par les banques et qui va impacter les entreprises, mais les entreprises intrinsèquement, elles vont être notées pour ce qu'elles sont, pour leur capacité à rembourser, leur solidité financière, etc. Je ne pense pas qu'il y ait un impact direct sur les notations. Je ne pense pas. Mais comme tout est relié, c'est vrai que, voilà, à partir du moment, c'est vrai, où IFRS 9, on va utiliser cette prévision économique, qui est, elle, valable pour tout le monde. Donc vous voyez, c'est comme pour BAL 3, je n'ai pas dit, mais il y a aussi le risque opérationnel qui était déjà introduit dans BAL 2. Quand il y a eu la fameuse, le problème à la Société Générale, vous connaissez le Kerviel, et donc ça a impacté toutes les banques, tout le système financier, et donc en risque opérationnel, le coût au fonds propre lié à ça a augmenté pour tout le monde. Voilà. Donc ça, effectivement, quand il y a des événements, ça peut toucher tout le monde. Vous dites que les ratios dépendent aussi des prévisions des banques centrales ou des agences de notation aussi? Alors c'est vrai que c'est pas les ratios, c'est justement la provision pour une banque. Une des composantes, c'est la prévision économique. Et donc prévision économique officielle, effectivement, ça peut être en français l'INSEE. Ça peut être des prévisions, il faut que ça soit officiel, pas juste voilà, les prévisions économiques qui font consensus en fait. Voilà. Donc si on dit voilà, le PIB va faire 1,4%, c'est pas forcément. Si le gouvernement décide ça, mais l'INSEE dit 1 ou les grandes banques font dire 1 et 1,1, on va suivre plus l'INSEE ou les grandes banques qui, elles, font ces prévisions et qui servent aussi au pouvoir public. Voilà. Là, on arrive à là aussi la réglementation qui maintenant, voilà, transition énergétique et finances vertes. Et donc ça, c'est nouveau. Alors, c'est pas vraiment nouveau. Je ne suis pas spécialiste non plus, Jeanne connaît beaucoup mieux que moi. Mais en 2001, la France a lancé ce qu'on appelle la NRE, les nouvelles régulations économiques. Et on a commencé à parler de reporting extra-financier, déjà. Et puis donc, pour faire un saut jusqu'à 2022, en passant par plein d'événements, dont la COP21, bien sûr, à Paris, et un certain nombre de réglementations européennes pour arriver à 2022 et l'instauration maintenant de 2023 aussi de la fameuse directive CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive. Et donc celle qui impose à un certain nombre d'entreprises d'une certaine taille, maintenant minimum de 150 salariés, de reporter en fait sur l'extra-financier, tout ce qui est RSE. Alors l'objectif, pour la partie transition énergétique, encourager les investissements durables et réduire l'empreinte carbone. Donc les banques, la plupart sinon toutes, sont assujetties, puisqu'elles sont dans le scope. Les entreprises
peut-être les vôtres sont dedans aussi, ou en tout cas directement, on va parler de l'indirect après. Donc, tout le monde est... Enfin voilà, il y a, les entreprises en tout cas assujetties doivent respecter un certain nombre de règles dictées par cette directive. Impact sur les banques doivent intégrer des critères environnementaux, sociaux et gouvernants dans leur politique de prêt. Non seulement dans leur politique de prêt, mais aussi dans leur propre fonctionnement. Comme il y a un ratio de solvabilité, il y a aussi un ratio vert, le GAR ou le GAR. Donc il y a plein de Green Asset Ratio. Et donc on va regarder les actifs écologiquement responsables rapportés au total des actifs. Et donc là c'est vraiment très très important. Et donc tout à l'heure on en parlait, la réglementation c'est 2025, mais il faut un historique 2024. Donc dès 1er janvier 2024, les reporting sont déjà en place. Et on a passé justement les 20, pas 20 ans, mais en tout cas plusieurs années, à déterminer la taxonomie, ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire quand on parle d'actifs écologiquement responsables, lesquels ? Quels sont les actifs ou les entreprises qui favorisent la durabilité, etc. Donc là aussi, pour faire simple, voilà, impact sur les entreprises. Financement vert, c'est évident, les entreprises doivent démontrer leur engagement envers la durabilité pour accéder au financement vert. Au financement, tout simplement, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment important. Le coût de financement pourrait être potentiellement élevé ou plus bas en fonction, justement, de l'engagement sur la durabilité de l'entreprise. Et pour le troisième point, nécessité d'adapter les stratégies d'entreprise pour inclure les pratiques durables et répondre aux nouvelles attentes des investisseurs et des banques. Donc ça, c'est un point aussi très important. On dit les entreprises assujetties. Donc les banques sont assujetties, donc elles doivent surveiller, elles ont un engagement sur la décarbonation et le suivi de leur empreinte carbone, comme les entreprises assujetties. Et donc les banques sont au premier plan, puisque c'est elles qui vont financer la transition énergétique, ou transition, c'est ça aussi, la transition énergétique, vous le savez aujourd'hui, il y a les prêts bancaires, mais il y a aussi beaucoup de subventions, beaucoup de financements d'États européens, etc. Et donc, ce que je dis moi aux entreprises, c'est que quand on va voir une banque pour un prêt, non seulement il faut prendre la banque comme un bailleur de fonds, comme un prêteur, mais aussi un partenaire sur ce sujet-là. Parce que les banques ou les grandes entreprises déploient beaucoup d'efforts et d'investissements pour justement, pour elles et pour aider leurs clients aussi à passer ce cap de transition énergétique qui risque de prendre plusieurs années. Et donc pendant plusieurs années, on va être en risque aussi, parce qu'on ne sait pas comment va se passer cette transition. Est-ce qu'elle va être brutale? Est-ce qu'elle va être smooth? Est-ce qu'elle va être gentille? Etc. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments à surveiller, à regarder et à échanger avec la banque. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Donc, là, par ricochet aussi, pour les entreprises qui ne sont pas encore assujetties. Tout à l'heure, on en parlait. Quand on est fournisseur ou sous-traitant d'une entreprise qui est assujettie, eh bien, elle veut aussi qu'on ne dégrade pas son ratio ou ses ratios. Donc, elle va vous demander d'être compliant, alors que vous ne l'êtes pas, obligatoirement. Mais elle, voilà, et ainsi de suite. Donc, tous les entreprises, c'est pour cela que je dis, il n'y a pas de petite ou grande entreprise. Il y a l'entreprise, tout simplement. On est 4 500 000 en France, eh bien, on est tous dans le même bateau. Donc, dès que ça touche quelqu'un, ça touche tout le monde après. Parce qu'une grande entreprise ne peut pas vivre toute seule, une petite non plus. Et donc, c'est très important alors, bien sûr, on ne va pas être
obligé de reporter, faire un reporting extra-financier, mais on est obligé d'aller regarder sa situation par rapport à la durabilité. Comment je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Etc. Et l'afficher. Parfois dans les statuts de l'entreprise, parfois dans la définition de l'objet de l'entreprise, etc. Parler de ça. C'est important. Ouais. Et même pour les appels d'offres? Absolument, oui, tout à fait. Ouais. Il nous demande toujours maintenant la durabilité. Oui. Et parfois ça peut être rien, ça peut être aussi le fonctionnement au sein de l'entreprise, quand vous avez plusieurs salariés ou plusieurs bâtiments, sur le déplacement, sur les transports, sur l'utilisation de l'énergie au sein de l'entreprise, etc. Donc, et puis bien sûr sur ce qu'on va faire avec. Et c'est très important de garder ça en tête, parce que c'est pas le... Vous voyez, donc tous ces éléments-là sont dans l'analyse financière que fait la banque d'une entreprise. Ouais. Après, il y a... Ah oui, Solvency II. Tiens, je voulais partager avec vous aussi sur les assurances, parce que c'est pas direct, mais ça peut vous intéresser. Je le fais rapidement. Solvency II, c'est la partie solvabilité des assurances. Et c'est pareil comme BAL 2 d'ailleurs, c'était le pendant de BAL 2. Pour les assurances, il faut s'assurer que l'assurance ne va pas tomber. Et je vous dis juste un exemple qui va illustrer l'importance aussi de la solvabilité des assurances. Le 15 septembre 2008, je m'en rappelle parce que tous les banquiers s'en rappellent, la banque Lehman Brothers a fait faillite. 15 septembre 2008. Mais l'assureur AIG était aussi à risque. Donc il y avait deux gros mastodontes à sauver. AIG, l'assureur américain et assureur mondial, et Lehman Brothers, qui est une grande banque de financement et d'investissement. Eh bien, on ne pouvait pas sauver tout le monde. Je dis ça, je n'étais pas dans le secret des dieux, mais j'ai lu ce qui a été reporté après. C'est l'un ou l'autre. Eh bien, les Américains ont choisi plutôt de protéger AIG. Parce que la faillite d'un assureur, d'un gros assureur, aurait coûté beaucoup plus cher encore que ce que ça a coûté la faillite de Lehman Brothers. Donc voilà, les assurances, c'est très important. Sous cela, je voulais aussi vous en parler. Et donc Solvency II apporte un certain nombre de contraintes très détaillées, dont la mise en œuvre coûte déjà cher. D'ailleurs, pour mettre en place BAL 2, BAL 3, IFRS 9, ça coûte très 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 cher aux banques. Hein. Et donc voilà, donc c'est vraiment important à retenir. L'impact sur les assureurs doivent maintenir un niveau de capital suffisant pour couvrir les engagements et absorber les chocs financiers. Et sur les impacts, ça peut augmenter le coût de la prime. C'est possible, parce qu'en fait, encore une fois, il faut que ça soit totalement, pour protéger, comme la banque, quand elle a un soupçon de risque, elle va augmenter le coût. Donc c'est normal pour couvrir le coût du risque. La sélection est là, sélection plus stricte des risques et sélection plus stricte des déplacements. C'est là où ça peut être intéressant, parce que la compagnie d'assurance, voilà, elle a les fonds des assurés qu'elle place. Pour les assurés, ça appartient aux assurés, ça leur reviendra, et le fruit de ce placement, le plus gros, va aux assurés. C'est une participation qui revient aux assurés. Donc ces placements-là peuvent être sélectifs en fonction aussi de l'entreprise ou du secteur d'entreprise. Tout à l'heure, vous parliez du bâtiment ou d'autres, ça peut être effectivement... et donc, parce que l'assureur, pour placer, il a plein de garde-fous. Pas de X% de ça, pas de Y% de ça, etc. etc. Donc, il est déjà avec pour être conforme à son ratio de solvabilité, il faut absolument qu'il fasse attention à où il place l'argent des assurés. Et donc, c'est là où ça peut toucher un certain nombre d'activités
économique. Voilà. Et la restriction vient sans qu'on se rende compte de là. Donc si l'assureur peut aller placer, investir dans un secteur économique, il est évident qu'on va trouver, voilà, ça va se développer, etc. S'il dit non, hop, je réduis, ben c'est naturel, c'est comme tout investisseur. Eh bien, autre réglementation, rapidement, la directive sur les marchés d'instruments financiers, la MIFID, elle est plus, on l'a tous touché ça du doigt en tant que particulier. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, quand vous allez à la banque, vous voulez investir en OPCVM ou n'importe où, même assurance vie, on vous fait remplir un questionnaire. Oui, je sais pas, etc. Donc voilà, et je sais les risques que j'encours si je place sur les marchés, etc. Donc voilà, ça peut toucher indirectement les entreprises. Alors les entreprises qui ont une certaine taille parfois, qui émettent aussi des titres sur le marché. Mais c'est intéressant de savoir aussi que la protection aussi des investisseurs particuliers, c'est très important, des investisseurs en général. Voilà. Alors l'euro numérique, vous avez entendu parler de l'euro numérique peut-être? C'est pas très clair. C'est pas très clair. Et vous, ça vous touche? Oui, alors l'euro numérique, c'est d'abord la première étape, c'est la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie banque centrale. La monnaie banque centrale, c'est toutes les pièces et les pièces de monnaie ou les papiers qu'on a. C'est la seule monnaie qui appartient à la banque centrale directement. C'est intéressant. Hein. Donc le crédit, c'est la banque, c'est la banque qui peut-être crée de la monnaie. Mais la monnaie fiduciaire, etc., c'est de la monnaie banque centrale. Donc la BCE dit, ben voilà, maintenant on va arrêter d'imprimer de la monnaie, eh bien on va utiliser la monnaie électronique. Voilà, à l'image. Ouais. Juste pour comprendre, si la banque centrale est détenteur en fait de la monnaie, donc c'est un actif chez eux, Oui. il le vend, cet actif-là, aux autres banques, parce que le billet est perdu, qui c'est qui le doit? C'est toujours la banque centrale. En fait, c'est comme le dollar. Le dollar, quel qu'il soit dans le monde, il appartient à la Fed, donc à la Banque centrale américaine. Là, c'est pareil pour l'euro, avec un peu moins de restrictions quand même. Et cette monnaie, elle a sa contrepartie, la monnaie qu'on utilise tous les jours, elle a sa contrepartie dans le bilan, c'est vrai, de la Banque centrale. Et donc c'est pour cela que parfois, oui, quand il y a des destructions de monnaie, ben oui, c'est quand elle est perdue, quand il est brûlé, quand voilà, il y a une destruction et qui agit sur l'inflation d'ailleurs. Mais elle met 100 €, elle les donne à la Société Générale par exemple. La Société Générale doit lui rendre à un moment donné les 100 €. C'est-à-dire que alors c'est oui. Je donne, je fabrique, j'en suis propriétaire. Oui. C'était juste comme ça. Oui. J'en suis propriétaire, je donne en fait à la Société Générale pour qu'elle puisse donner en fait à nous particuliers par exemple. Et ben, vous me devez les 100 €. Il y a une grande partie. Oui, à un moment donné ça se redonne, non? Non, alors. J'ai un actif, oui. Mais vous me le devez. Oui, ben l'actif. En fait, alors la relation entre les banques, d'abord, justement, c'est pour cela que la monnaie, vous vous rendez compte, c'est comme si chaque citoyen allait avoir un compte en banque centrale demain. Aujourd'hui, la relation banque centrale, les banques commerciales et les banques centrales, voilà, bien sûr, il y a une relation financière, bien sûr, de réserve. Donc il faut toujours, parce que la banque centrale, sa surveillance des banques est très très stricte. Donc elle les surveille tous les jours, le bilan. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand effectivement on imprime de la monnaie, ben, voilà, ça va représenter la monnaie. Donc ça sort du circuit bancaire. Ça sort du circuit bancaire. Et donc moi j'ai dans ma poche 1 €. Ce 1 €, lui, ma contrepartie, elle est dans le bilan de la Banque centrale, pas dans ma banque, au bilan de la Banque centrale. Donc voilà un peu Et donc ça, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, demain, justement,
Les gens qui viennent sur des machines chercher avec 1 euro ou 2 euros une bouteille, un café, etc., bah, ça n'existera plus, les pièces. Et donc, bah, voilà, il y aura l'euro numérique peut-être avec une application, etc. Et donc, ça va toucher les entreprises qui utilisent la monnaie directement, mais ça va aussi toucher tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, moi c'est mon avis, hein, c'est pas écrit nulle part, mais c'est peut-être ça va toucher tout simplement tout le reste. Parce que si on crée un euro numérique à l'instar de la crypto-monnaie ou de la monnaie numérique quelconque, bah pourquoi pas s'arrêter là? Donc on peut avoir des virements électroniques, on peut avoir un compte numérique, on peut avoir plein de choses. Voilà. Et donc ça c'est un sujet auquel il faut faire attention. C'est une évolution. Les banques travaillent là-dessus avec la Banque centrale et avec le régulateur, parce que c'est pas facile, parce que n'empêche, ça appartient à la Banque centrale, mais ils vont devoir passer par les banques, et vous avez totalement raison, parce qu'à un moment donné, il faut bien un relais avec tout le monde, parce que qui connaît la Banque centrale? Elle est où? Donc voilà, on connaît notre banque. Quand on va retirer de l'argent, c'est à la banque, au distributeur qu'on le retire. Donc il n'y aura pas de distributeur, bien. Donc voilà, il y a plein en tout cas pour distribuer de l'argent. Donc il y a plein de conséquences auxquelles il faut penser. Voilà. Mise en application quand? Là, il parle plutôt de 2026-27, parce que c'était 2025, mais je pense que... Ouais, c'est repoussé, ça a été repoussé, ouais. Ouais. Mais ça va se faire normalement. Après, c'est les conditions. Ouais, c'est les conditions d'implémentation qui sont en train d'être négociées. C'est le même sujet que l'intelligence artificielle qui est en train aussi d'être régulée par l'Europe. Et ça va aussi toucher les banques et ça va s'accélérer. Pourquoi ça va s'accélérer? Parce qu'il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle qui commence à être à la portée de beaucoup de monde, ou de tous d'ailleurs. Et donc, et dans un système, c'est un écosystème, comme on disait tout à l'heure, il faut que tout le monde travaille à la même vitesse, avec la même intelligence. Si une banque travaille avec l'IA et ses entreprises clientes ne le sont pas et ses fournisseurs ne le sont pas, ben, ça ne sert à rien d'avoir de l'IA. Donc du coup, il y a quand même une harmonisation à avoir. Donc après, bien sûr, il y a pas mal de garde-fous aussi que pose la réglementation. Il y a énormément de travail là-dessus. Ce n'est pas toujours facile pour les banques et les établissements financiers, mais ils travaillent en collaboration avec le régulateur pour mettre en place ça. Ça aussi, ça va toucher les entreprises. Alors bien sûr, pas d'une manière directe, mais on verra les implications. Je n'ai pas voulu détailler pour justement laisser pour peut-être l'année prochaine ou quand on aura un peu plus de visibilité sur ça. Mais c'est encore de travail, ça c'est sûr. Ouvrir un compte d'une manière électronique en Europe, ça veut dire qu'en termes de compliance, j'ouvre un compte dans une banque je sais pas moi, en Belgique, Europe, donc je peux me balader dans tout le système financier européen parce que j'ai une empreinte numérique qui garantit la conformité, etc. Et donc je peux aller travailler avec n'importe quelle banque qui est aussi liée au système financier européen. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se développer. J'espère toujours en faveur de l'économie et des entreprises. Voilà un peu. Et donc oui, c'est tout. J'ai une petite question. Ouais. Est-ce que l'euro numérique pourrait justement jouer en faveur de l'économie? Qu'est-ce que ça apporterait, hormis l'effet de mode, ce côté numérique du monde? Alors, vous avez raison, ça peut être... Alors, tout se numérise aujourd'hui, ça c'est clair. La deuxième, c'est... Alors, on parlait tout à l'heure de l'impression de billets. Donc, on n'imprimera plus les billets ni la monnaie, déjà. Et si je ne me trompe pas, il y a pas mal d'impressions qui se font à l'extérieur il y a en France, mais à l'extérieur de l'Europe. Et donc, l'idée, c'est de minimiser aussi la dépendance de l'Europe par rapport à d'autres géographies.
c'est possible. Et puis après, ça facilite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde, bien entendu, se numérise de plus en plus. Et donc, il faut qu'on soit capable justement d'interconnecter tout à un moment donné. Et donc, ne pas se laisser distancer. Maintenant, même, il y a des émissions d'emprunt en euro numérique aussi. Donc, il y a plein de petites choses qui commencent à sortir là. Voilà. Les crypto-monnaies marchent très bien. Oui. Le Bitcoin marche très bien. Et la Chine commence à. D'après ce que j'ai compris, pourquoi l'euro numérique. Et la Chine va avoir différentes crypto-monnaies qui vont partir en fait dans le monde. Et certainement, nous, on va en avoir et pouvoir payer. Ouais. C'est comme sa voiture, la Tesla. Absolument, absolument. Et en se disant, je serai là-dedans et je n'aurai que des billets Ouais. d'anciens monde. Ouais. Pour pouvoir répondre en fait, à cette monnaie qui va augmenter en fait décembre, il faut absolument avoir cette monnaie électronique, absolument. Et vous rappelez que Facebook avait sorti Libra il y a quelques temps. Eh bien, ça aurait pu faire très très mal au système bancaire. Hein. Donc l'idée, c'est qu'il faut absolument qu'on soit dans l'ère du temps. C'est pas pour la mode, mais pour l'usage. Voilà. Donc les gens, voilà, c'est ce qui est recherché aujourd'hui. Importance, oui. Donc là maintenant, et pourquoi maintenir une bonne relation banque-entreprise? Accès au financement, ça va de soi. Le deuxième, c'est les conditions de financement aussi. Déjà, avoir accès au financement. La deuxième, c'est améliorer les conditions de financement. Et le soutien en période de crise. De toute façon, les banques, leur rôle, c'est de financer l'économie. Et en période de crise, pas forcément en crise, on a vu la crise Covid, mais la crise financière, etc., mais aussi une crise de l'entreprise elle-même, qui peut vivre des difficultés. Et le rôle et le devoir de la banque, c'est d'aller aussi aider ses clients à sortir de la crise, qu'elle soit générale ou concernant l'entreprise toute seule. Et bien entendu, c'est ce que je dis, cette collaboration est profitable aux entreprises, aux banques et bien sûr à l'ensemble de l'économie. Les banques financent l'économie et l'économie, c'est les entreprises qui la font globalement. Et donc c'est pour cela que je parle d'une relation de partenariat et de collaboration plutôt que de compétition ou même de gagnant-gagnant. Ça ne veut pas dire pour moi grand-chose. Il faut vraiment collaborer. On en parlera après dans le dernier point, c'est cette relation collaborative. Elle passe par 4 choses. La communication régulière, tout à l'heure on en parlait en aparté, c'est très important de renforcer la confiance entre la banque et l'entreprise. C'est pas au moment où j'ai besoin de financement que je m'adresse à mon entreprise. Et la banque, c'est pas au moment où j'ai un produit à vendre, où le client a besoin de moi que je lui parle. Donc l'idée, c'est échanger régulièrement tous les deux. Transparence financière. La banque, de toute façon, si elle a un doute, elle va refuser. Et donc, autant être transparent et à livre ouvert avec la banque. Parce que, de toute façon, elle éplucher les comptes et si elle a un doute, elle n'a pas d'infos. Qui n'a pas d'infos, il y a le risque. D'ailleurs, dans le ratio de solvabilité, quand on a l'info notée, on la note, x, 1, 2, 3, 4. On n'a pas d'infos, c'est le maximum de risque. Voilà. Absence d'infos, c'est maximum de risque. Hein. Et donc, préparation et professionnalisme, c'est très important aussi de venir voir la banque, on le verra tout de suite après, avec un dossier, avec une connaissance aussi de son métier, bien entendu, ça va de soi, de son secteur d'activité, de ses interconnexions. Il n'y a pas pire qu'un entrepreneur vient à une banque et dit qu'est-ce que vous pensez de votre secteur d'activité? J'en sais rien. Ça, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de venir avec un dossier, etc. Quitte à se faire aider, c'est très important parce que tous les chefs d'entreprise, en fonction de la taille, en fonction aussi du dispositif dont ils disposent, c'est pas forcément évident. Mais il faut absolument, discuter, échanger. Pour d'échanger d'égal à égal, il faut avoir un certain niveau présenter un certain niveau de professionnalisme. Utilisation des technologies financières.
des technologies, comme on dit, l'IA ou les outils, etc. Se faire aider, ça peut être juste un simple tableur Excel, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus sophistiqué en fonction des moyens et du besoin, bien sûr, qu'on a à traiter. Donc voilà un peu un panorama des éléments que moi je préconise pour garder cette relation qui est relation banque-entreprise très impactée par l'environnement économique et réglementaire. Est-ce que, là on attaque le point 2, est-ce qu'il y a des questions sur ce point 1 plutôt? L'aspect RSE m'interroge. Oui. On sait que les entreprises, les banques aident les entreprises qui vont bien. Quand une entreprise ne va pas bien, c'est difficile d'avoir des crédits, des choses comme ça. Aujourd'hui, avec cette notion de RSE, responsabilité sociale et économique, est-ce qu'il y a un ratio, un indicateur qui dirait que telle banque a sauvé telle entreprise, a pu aider des entreprises qui ne vont pas bien, ce qui fait qu'elles ont une empreinte RSE plus importante qu'une entreprise qui a juste à prêter à des entreprises qui vont bien, qui sont dans le respect de leur ratio. Très bonne remarque. Je vais la reprendre à mon compte. Non, je ne sais pas. Je ne pense pas. En revanche, c'est vrai, il y a deux choses. Les banques financent l'économie, financent les entreprises. De toute façon, il y a plein d'entreprises qui sont heureusement satisfaites et elles, grâce au financement bancaire, peuvent prospérer, garder parfois, ne pas diluer le capital, ne pas faire appel à des investisseurs externes, etc. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, vous avez raison sur un point, c'est que, c'est vrai, ce que je dis, c'est que la banque va éplucher les comptes, etc. Il faut que ce soit solvable, ceci, cela, etc. Maintenant aussi, on peut dire que la banque est là aussi, la crise, pardon, avant, c'est de dire, j'aide aussi mon client, mais pour qu'elle puisse, la banque, aider une entreprise en difficulté, même si ses ratios sont dégradés, il faut qu'elle la connaisse. C'est aussi important qu'elle la connaisse et qu'elle voit les perspectives. Souvent, les entreprises vont voir la banque, je vois moi ça depuis maintenant quelques années, elles envoient la plaquette comptable. Franchement, c'est clair que non. Non, et donc voilà, et pareil, quand on fait un business plan ou une projection, on va en parler, il faut qu'elle soit professionnelle, sérieuse, étayée, des hypothèses sérieuses, etc. Voilà, donc c'est ça aussi donc le important. Mais vous avez raison, je retiens l'idée, parce qu'en fait, dans les critères RSE, ça peut être totalement pertinent, c'est vrai. Pour nous, on les a déjà dans notre société. Quand on demande un prêt, on va demander notre durabilité, éco-BEDIS, et pour avoir un meilleur taux, il faut améliorer par exemple la médaille éco-BEDIS dans l'année ou les 2 ans qui viennent, et à ce moment-là, on va descendre de 20 points de base. Voilà. Et déjà, l'impact là, quand on veut emprunter, le RSE est pris en compte. Oui, mais c'est vrai que c'est en cours, c'est vrai, maintenant. Et l'idée, c'est vrai, c'est de dire, je sauve une entreprise, même si ses ratios sont dégradés, mais avec une belle perspective, ça peut être super intéressant, ça aussi. Oui, c'est vrai. Avant, on acceptait parce qu'on ne parlait pas de RSE. Une entreprise qui ne va pas bien se débrouille. Non, mais c'est vrai. Je ne vais pas bien, mais je suis RSE. Est-ce que vous dites Ils viennent tous en vélo. Ne vous inquiétez pas. Alors le deuxième point, la deuxième question, c'est le pilotage efficient est la clé pour ouvrir les portes du financement. Et on va le traiter en 3 points, évaluation des besoins financiers, négociation des conditions de financement et les outils de pilotage financier. Le premier point, évaluation des besoins financiers. On a identification des besoins, analyse des objectifs de croissance. Là, on commence à rentrer un peu plus dans le pilotage. Tout ça, ça va, comme j'ai dit, c'est interconnecté avec ce que je viens de dire avant. Donc, définir les objectifs à court, moyen terme. Donc, un peu, pour soi d'abord, pour l'entreprise elle-même, et pour ses interlocuteurs, notamment les bailleurs de fonds, quels qu'ils soient d'ailleurs, banque ou pas.
identifier les ressources nécessaires pour justement atteindre de quoi j'ai besoin, de combien j'ai besoin. Souvent, j'entends parler parfois des créateurs d'entreprises, levée de fonds, c'est parfait, mais pourquoi faire? Et donc c'est vraiment important aussi d'avoir une très belle analyse pour dire ce que je fais avec les fonds que j'emprunte ou que je lève d'une manière ou d'une autre. Évaluation des projets d'investissement, analyser la rentabilité et le retour sur investissement des projets que j'engage ou je souhaite engager. Je vais voir un bailleur de fonds, banque ou investisseur privé, il va bien falloir que je lui donne les perspectives étayées, argumentées, etc. Et prioriser les projets. On peut avoir des projets, 3-4 projets, soit en série, soit en parallèle, mais à chaque fois faire des scénarios, lesquels je mets d'abord, ensuite, etc. Donc c'est vraiment important, pas de venir, j'ai 4 projets, ça coûte 100, voilà. Mais si j'ai que finance le 1, ça fait 20, le deuxième, ça fait 10, etc. Donc c'est très important d'avoir une priorisation de ces projets. Et le deuxième, c'est la planification des dépenses en capital. Le budget d'investissement, c'est-à-dire en fait le budget d'investissement et amortissement, ça va ensemble d'ailleurs, et le calendrier des investissements. C'est-à-dire en fait, quand je vais avoir mes projets, je vais avoir donc je me finance pour investir évidemment, et donc je vais calendariser, on va dire, mes investissements. Les investissements et mes dépenses d'investissement. Et ça va occasionner de l'amortissement à un moment, après un an, et donc quel est le rythme de ces amortissements? Et on sait tous que l'amortissement, c'est aussi une capacité d'épargne nouvelle qui nous est offerte pour encore plus réinvestir. Et donc c'est très important de venir voir toujours, d'abord pour soi aussi, pour savoir piloter et gérer, et aussi de voir avec les bailleurs de fonds comment je séquence mes investissements et donc et l'impact sur mes comptes. Qui dit amortissement dit impact sur les comptes aussi. Donc ça c'est la première, l'évaluation des besoins et la planification des besoins. Ensuite, stratégie pour obtenir des taux d'intérêt avantageux. Bien sûr, je passe ici de financement ailleurs que les banques, hein, donc on va se focaliser sur la banque. Un business plan solide, ben voilà, on arrive au business plan solide. Présente fidèlement l'entreprise. Un business plan, c'est pas une juxtaposition de colonnes. Et je vais de 2023 ou 2024 à 2030. Non, c'est un dossier qui présente l'entreprise, la carte de visite de l'entreprise, l'équipe, les métiers, la politique RH, la politique marketing, la politique de vente, etc. Et les financials, donc voilà, tous les ratios, toute la finance et les ratios. Et surtout, un dossier qui va mettre en valeur l'entreprise et le projet qu'elle porte. Pas venir, parce que ce que je dis souvent, tout à l'heure je disais on est 4 500 000 entreprises, toutes elles ont un chiffre d'affaires. Alors à part pour les banques, ça s'appelle autrement, produit net bancaire, mais chiffre d'affaires. Eh bien, si on arrive avec un chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de 1000, d'1 milliard ou de 50 milliards ou de 100 milliards, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui intéresse l'interlocuteur, c'est que fait l'entreprise? Quelle est sa chaîne de valeur? Comment elle crée de la valeur? Vous pouvez faire 50 milliards de chiffre d'affaires, valeur in fine, zéro. Et on peut faire, je ne sais pas moi, 500 000 chiffres d'affaires et une super valeur in fine. Donc, comment je crée? C'est pas dire, pareil, c'est pas un taux de marge nette, mais comment je crée de la valeur? Et cette valeur-là, comment elle s'injecte dans le tissu économique, dans la société, etc. C'est vraiment important ça, donc toujours avoir cette chaîne de valeur et comment je crée de la valeur dans mon entreprise. Et c'est ça ce que va refléter le business plan et les chiffres. Moi, souvent, je dis aux entreprises, mettez-le même en annexe, les chiffres. Mais présentez d'abord un dossier solide avec des arguments solides. C'est ça ce qui est important.
Et ensuite, comparaison des offres. Bon, comme la banque a des milliers de clients, ben, le client peut aussi avoir 2-3 banques. C'est pas interdit. Donc c'est bien d'avoir des banques. Elles divisent les risques, les banques. C'est tout à fait normal. Hein. Et donc pareil pour l'entreprise, elles divisent les risques ou divisent le bénéfice en ayant 2, 3, 4 banques en fonction de ses besoins. Et donc de bien, en toute objectivité, les comparer. Il n'y a pas de jaloux là-dedans, parce que la banque, si elle dit non, c'est non. Et ben, vous aussi, vous pouvez aussi dire oui ou non à une offre bancaire. Renforcement de la solvabilité, améliorer la solvabilité de l'entreprise, optimiser les ratios financiers. Là aussi, c'est toujours à observer, bien sûr, tout ça. Le ratio d'endettement, c'est les dettes rapportées aux capitaux propres. Combien, ça c'est important, ce ratio devrait être le plus petit possible. Le plus faible est la couverture des intérêts. Souvent, on va utiliser l'excédent brut d'exploitation rapporté aux intérêts et combien d'années il va me couvrir d'intérêts. Ça peut être aussi intéressant, mais vous pouvez choisir d'autres ratios qui vous mettent à l'aise et qui mettent bien sûr en valeur, encore une fois, l'entreprise et ses projets. Échange direct. Échange direct, ça ne veut pas dire la négociation de taux, parce qu'il y a aussi des courtiers en crédit professionnel. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle simplement d'aller présenter. Moi, ma préconisation, je le dis aux banques aussi. Le banquier qui appelle son client et dit « envoyez-moi les comptes », ben non, je viens vous voir moi-même. Donc pareil, et le client qui prend la plaquette et l'envoie au banquier, pareil, tiens, la patate chaude. Non. Non, il faut se parler, il faut s'asseoir autour de la table et même un document comme ça et discuter, d'échanger. Et donc l'effort doit être fait des deux côtés de la banque. Il faut qu'elle soit capable d'écouter le client, de donner du temps au client, d'analyser avec lui, de l'écouter, et pas juste aller regarder les ratios. Et lui, le client, pareil, il va faire l'effort de préparer et de mettre en valeur, voilà, quand on prépare, on se prépare bien, ben on respecte aussi l'interlocuteur et l'autre côté. Même si l'interlocuteur bancaire change tous les 2-3 ans. De réexpliquer, de refaire voir en fait la société, et recommencer 2-3 ans. C'est vrai. Il y a un effort à faire, pardon ? Oui, c'est vrai. Oui. Alors, le turnover, il existe dans toutes les entreprises. Ça, c'est clair. Maintenant. Il est 30% dans une banque, non. Non, mais je pense, là où c'est important, c'est pour cela que même dans les entreprises, il faut avoir un process. C'est parfois pas terrible de dire process parce que ça fige. Mais on a un cadre et dans le cadre, on crée. On peut être créatif. Pareil pour la banque, il faut qu'elle ait un cadre. Comme ça, le client, effectivement, le conseiller clientèle bouge, ce qui est tout à fait légitime aussi. Hein, il part ailleurs, etc. C'est tout à fait légitime. En revanche, il y a la continuité de service, la continuité d'activité qui doit exister. Et donc, la banque doit avoir un process qui garantisse la fluidité et le contact avec le client. Et comme nous aussi, entreprise, on doit avoir un process qui permette aussi d'avoir des interlocuteurs différents, et ça ne nous perturbe pas, même si l'interlocuteur est diff. Si je suis objectif, à la rigueur, là où vous avez raison aussi, c'est que parfois, moi j'ai fait ça aussi, j'ai accompagné des clients à la banque. Et c'est vrai, on a expliqué pendant 1 heure et le garçon nous dit « je vais reporter au comité ». Et donc ça, c'est vrai que j'étais un peu déçu alors que j'ai fait un effort, moi-même j'expliquais les choses. Et donc, voilà. Donc là, les banques aussi, elles ont un devoir pour mettre justement les interlocuteurs. Il n'y a pas mieux que le conseiller clientèle qui connaisse l'entreprise. Et ça, c'est vraiment important. C'est vrai, il y a un effort à faire des deux côtés. Vous avez raison. Ceux qui sont dans une couche plus haute, les directeurs d'agence, eux ne bougent pas. On a l'impression que ce serait plutôt eux, nos interlocuteurs, parce que
que vous avez bien retransmis en fait, les informations à ceux dans 2 ans, je sais que vous ne serez pas là et on va. Non, mais c'était ça. Alors que les directeurs, quand on les rencontre, ils sont toujours là. Alors comment ça va? Ils connaissent mieux leurs clients. Oui, c'est vrai que comme je dis, c'est un sujet. Encore une fois, le turnover, c'est tout à fait légitime, c'est normal, même si on aimerait bien avoir des interlocuteurs pendant longtemps, mais il faut garder ce process, que ce soit entreprise ou banque, il faut vraiment aussi mettre des gens qui sont capables de comprendre et avoir des réflexes sur l'environnement économique qui est en plus changeant. Et donc, voilà. Et l'utilisation des garanties, tout à l'heure je le disais, quand je parlais de solvabilité, c'est très important. Quand on présente les meilleures garanties, ça pondère le moins possible ou le plus possible. Il faut diminuer le risque, ça diminue le risque et donc la banque mobilise moins de fonds propres et donc elle va exiger peut-être moins de conditions pour l'octroi de crédit. Ensuite, stratégie. Et donc là, l'outil de pilotage financier, on va utiliser les outils de pilotage financier pour justement préparer tout ça et mettre en musique tout ça. D'abord préparer et présenter. Les tableaux de bord financiers, tout le monde a des... Alors, tableau de bord financier, tableau de bord opérationnel. Ça peut être avec X ou sans X, c'est tableau de bord. Ça peut être un tableau de bord, ça peut être plusieurs. Les KPIs, c'est franchement dépendant de chacune des entreprises. C'est franchement, souvent on me dit, mais lesquels? Mais je dis, mais c'est impossible. C'est vraiment, chiffre d'affaires, je mets ça parce que ça fait bateau. Le chiffre d'affaires, c'est tout le monde a un chiffre d'affaires. Mais c'est quel est l'indicateur qui va me permettre de piloter et de prendre une décision? Tiens, pour ceux qui ont déjà des tableaux de bord, que ce soit opérationnel, donc dans l'activité, le ratio de production, etc., et analyse de la performance en temps réel, donc souvent on a des reportings journaliers, hebdomadaires, mensuels, etc. La question qu'il faut se poser ici, pour les décideurs, mon reporting, quelle est la dernière fois que ce reporting m'a permis de prendre une décision super touchy? Si la réponse est hier, avant-hier, il y a un an, 10 fois, 20 fois, c'est magnifique. Si jamais, ça c'est un problème. Donc ça veut dire que ce n'est pas le bon tableau de bord. Et donc, le tableau de bord, avec l'information qu'il contient, doit servir à prendre des décisions. Si ça ne prend pas de décision, c'est même pas la peine d'avoir un tableau de bord. Pour l'information, pour le fun, c'est pas la peine. Et donc, mais il y en a toujours. Hein. C'est impossible de ne pas avoir un tableau de bord. Mais l'intelligence, c'est d'aller chercher l'information qui va m'aider, moi, chef d'entreprise ou décideur, ou directeur financier, ou directeur de ressources humaines, etc., à prendre une décision. Voilà. Et ça, c'est vraiment, et ça doit être dynamique. C'est-à-dire, si j'utilise, imaginons un chiffre d'affaires dans mon reporting, et je vois au bout des mois, de 6 mois ou 8 mois, ça ne me sert à rien, eh ben, je le change, je mets un autre indicateur. Ça n'a rien d'avoir un indicateur qui ne bouge pas ou qui n'est pas significatif, qui ne me pousse pas. Voilà. Moi, je dis le chiffre d'affaires, c'est une conséquence. Après, chacun est libre, mais le chiffre d'affaires, c'est une vraie conséquence, c'est une information. En revanche, Bernard connaît mieux que moi, quand on vend, on fait une action de vente, c'est une initiation, on n'initie pas un chiffre d'affaires. C'est au moment où on vend, la conséquence plus tard, c'est le chiffre d'affaires. Voilà, donc les indicateurs, à vous de voir. Après ici, implémentation de logiciels de gestion financière, ça dépend aussi de la taille et le besoin de l'entreprise. Ça peut être encore une fois Excel, mais ça peut être des logiciels intégrés comme les fameux ERP qui font tout, ou parfois ils ne font pas tout, mais ils ne font pas la compta est ailleurs. Voilà. Donc ça, à vous de voir. Avec l'ère de l'IA, moi je préconise plus de la modularité aujourd'hui que d'aller dans des ERP au sens classique du terme. On peut passer 5 ans à les paramétrer et puis après c'est obsolète. Donc voilà, après ça, voilà, les professionnels peuvent aider là-dessus ou quand on a l'expérience des outils de gestion, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, on ne peut pas se passer de ça parce que pour faire
tout ce qu'on veut, on fait. Alors encore une fois, quand l'information est peu d'informations, peu d'indicateurs, un produit, monoproduit, monomarché, Excel, ça peut être suffisant. Je ne fais pas de publicité, mais en tout cas, un tableur, ça peut être suffisant. Voilà. Et le troisième point, c'est le risk management. En 3 points, on a l'évaluation des risques, la stratégie de diversification, la gestion proactive de la trésorerie et les outils de pilotage financier justement liés au risk management. On va commencer par l'identification des risques potentiels. Alors, les risques économiques, les risques politiques et les risques technologiques. Donc, les risques économiques, récession, ralentissement, voilà. Baisse de la consommation, baisse de l'investissement, le ralentissement économique tout simplement, la croissance insuffisante ou décroissance, etc. L'inflation, donc là on a expérimenté la récession économique, les crises diverses et variées. L'inflation, on l'a expérimenté il n'y a pas longtemps, 2022-2023. Où on a été surpris du prix de l'énergie, des énergies, de la matière première, et qui touche absolument toutes les entreprises, et les particuliers aussi, mais les entreprises, et les taux de change, essentiellement pour ceux qui ont une activité à l'international, mais pas que, parce que parfois, quand aussi les fluctuations dollar-euro, ça peut agir, y compris en interne, sur un certain nombre de matières. Les risques technologiques. Maintenant, on ne parle plus de cybersécurité, tellement c'est connu maintenant et il faut se protéger parce que ça peut absolument immobiliser une entreprise. Et l'obsolescence technologique, ça c'est un fléau général, où toutes les vieilles entreprises le connaissent parce que c'est très bien d'avoir pris les devants pour informatiser, etc. Mais aujourd'hui, c'est un vrai fléau dont souffrent beaucoup d'entreprises parce qu'elles ont justement pris des outils et des systèmes très bien, qui étaient très bons à un moment, mais aujourd'hui, ils sont obsolètes. Et donc ça, c'est vrai, et ça peut ralentir la productivité, ralentir la réactivité de l'entreprise. Et les risques politiques, bien sûr, le changement de réglementation du jour au lendemain. Ce qu'aiment pas l'économie et les marchés financiers, c'est les surprises, c'est les soubresauts. Et donc, du jour au lendemain, on se réveille et on dit, on ferme les frontières, ou on n'importe plus tel ou tel produit, ou on n'exporte plus tel ou tel produit. Et puis où les taux d'intérêt prennent. Donc il y a plein d'éléments qui, en politique ou réglementaire, qui peuvent impacter absolument l'économie et les entreprises. Et donc voilà, ou l'instabilité politique, c'est pas forcément un soubresaut, mais parfois ça arrive dans un certain nombre de pays. Alors j'espère que le nôtre va pas en souffrir, mais c'est vrai que il y a parfois l'instabilité. Et quand on a un pays instable politiquement, il n'y a pas d'investisseurs. Voilà, on le regarde pas. Ça, c'est l'identification des risques potentiels. Eh bien, là, comment on utilise les outils de la gestion des risques? Et puis là, vous en connaissez certainement, le fameux SWOT, donc la matrice force, faiblesse, opportunité, menace, force, faiblesse intrinsèque de l'entreprise, opportunité, menace par rapport à l'extérieur. Et ça, c'est très important à mettre à jour régulièrement. Pas tous les jours, mais régulièrement. Et là, on revient, si on connaît ça, on sait parler à son banquier, on peut se parler à son bailleur de fonds aussi, quel qu'il soit. Cartographie des risques, on en parlait tout à l'heure avant de commencer. Et il faut que l'entreprise connaisse bien ses risques et où ils s'y situent. C'est très important. Et combien elle pourrait coûter en cas de survenance du risque ou du problème. Donc c'est vraiment un outil vraiment intéressant. Risques financiers, comptables, opérationnels, de production, enfin RH, plein de risques. Et à chaque entreprise, ses risques. Et donc, cette cartographie des risques est très importante. Et
Eh bien justement, quand on est ces risques, on a un plan de continuité d'activité qui est quelque chose d'obligatoire pour un certain nombre d'entreprises. Donc voilà, il y a une attaque cyber, qu'est-ce que je fais? Il y a le feu dans mes locaux, qu'est-ce que je fais? J'ai plus d'électricité, qu'est-ce que je fais? Il y a un tremblement de terre, qu'est-ce que je fais? Il y a le Covid, qu'est-ce que je fais? Etc. Donc c'est vraiment important d'avoir un plan de continuité d'activité. Et enfin, les modèles de simulation et de scénario. Quand on connaît ces risques, et à ce moment-là, on peut simuler ces risques. Et donc, voir les conséquences qu'ont ces risques sur notre propre activité et sur notre rentabilité. Alors, après, et le troisième point, stratégie de diversification. Là, c'est assez connu, j'invente rien, c'est la diversification des sources de revenus. Ça peut être aller s'étendre sur de nouveaux marchés, nouvelles géographies, nouveaux types de clientèle, etc. Et puis, ça peut être aussi de nouveaux produits ou services, création, innovation, ou alors chercher des partenariats stratégiques qui vont compléter notre offre, voire la sublimer en cas de synergie importante. Et diversification des investissements, que ce soit les types d'actifs dans lesquels, l'actif financier, mais aussi actif, quand on veut acheter, investir dans une entreprise, dans une filiale, c'est important aussi et d'avoir une certaine couverture. Alors c'est possible, si c'est possible, de plus de diversification dans les investissements, ça peut jouer la péréquation, en tout cas atténuer les risques. Parce que tous les secteurs ne connaissent pas la même crise au même moment, sauf parfois catastrophe. Voilà. Donc ça aussi, c'est pas très nouveau, mais c'est vraiment voilà, diversification à la fois. Mais c'est important parce que parfois quand on a une réglementation ou une contrainte économique qui va serrer, on va dire, qui va contraindre un produit, notre produit ou notre service, on va essayer de chercher une solution. On va se battre contre le problème, la contrainte, mais en fait on peut la contourner. Ok, on peut créer un produit dérivé, c'est pas au sens financier, mais un autre produit, un autre service. C'est là où il faut laisser libre cours à l'imagination pour ne pas se laisser à chaque fois contraindre par l'environnement extérieur, qu'il soit réglementaire, politique ou économique. Et alors, gestion proactive de la trésorerie. Elle a bien sûr, vous connaissez l'adage, cash is king. Cash is king. Et donc la trésorerie, c'est très important. On ne la constate pas. La trésorerie, on la prévoit. Personne ne devrait dire à un chef d'entreprise « Ah, ce mois-ci, il y a un problème de trésorerie. » Ben, c'est que tu le sais il y a 6 mois déjà. C'est clair et net. Après, bien sûr, je le dis, c'est d'où la prévision, d'où la planification. Ça ne veut pas dire que ça arrive au moment exact qu'on a prévu. Mais ce n'est pas trop une surprise. Voilà. Ça peut être l'ampleur de 100 à 80 ou de 120, mais pas de 100 à 0 ou de 0 à 100. Donc, maintien d'une réserve de liquidité, quand on peut, ça serait absolument important de garder une trésorerie suffisante justement pour absorber les chocs. Comme on a dit pour les banques d'ailleurs, le ratio de liquidité, ça sert à ça, absorber les chocs conjoncturels. Il y a un problème, donc on peut faire face. Et prévision de la trésorerie, eh bien c'est là le nerf de la guerre. La trésorerie, ça se prévoit. Donc tous les flux qui impactent la trésorerie sont connus. Les encaissements, les décaissements de diverses natures, pas que la vente ou l'achat, mais aussi la TVA, les prélèvements sociaux, etc. Tout ça, ça impacte. Et bien tout ça, je peux l'avoir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors bien sûr, plus on s'éloigne, moins c'est précis, mais en tout cas sur l'année d'exercice et l'année d'après, peut-être qu'il faut qu'on soit un peu plus précis. Et ça peut jouer sur plein de choses, y compris justement sur l'impact fiscal, etc. Donc tout ça, ça se prévoit à l'avance. Encore une fois, ce n'est pas gravé dans le marbre, mais vaut mieux réagir à la marge que réagir fondamentalement sur un sujet qui arrive et qu'on aurait pu prévoir avant. Négociation des conditions de crédit avec les fournisseurs. Ça, c'est aussi
bon, ben ça vous le savez, c'est pas nouveau, voilà. Soit les délais fournisseurs, soit les prix, soit les délais de paiement. Bon, c'est pas nouveau, mais c'est bien aussi d'y penser, d'avoir, voilà, les délais de paiement fournisseurs, c'est vraiment important. Et pareil pour le côté client. Et donc avoir une bonne gestion de créances clients, ça se gère pas à la récupération de créances. Hein. Créances clients, ça se gère au devis pratiquement. C'est là où ça se gère. Et donc tout à l'heure, vous le disiez Bruno, c'est vrai que aujourd'hui l'entreprise aussi, comme fait la banque, doit s'assurer de la solvabilité de ses clients, surtout quand elles sont entreprises. Hein. Le B2B, c'est très important. Vous êtes fondé de demander les comptes ou la solvabilité d'entreprise cliente. Hein. Et sa cotation, etc. Il n'y a pas de raison de ne pas s'assurer de la solvabilité de sa contrepartie. Et donc ça se gère dès le départ. Et après, bien sûr, il y a un certain nombre de choses à faire pendant et après et jusqu'au paiement final. Voilà un peu voilà. Donc je disais tout à l'heure, gestion efficiente des flux de TVA, prélèvements sociaux, ça aussi c'est dans la trésorerie, dans la partie plutôt ici d'ailleurs. Enfin, les outils de pilotage. Là aussi, on va avoir besoin des outils de pilotage. Tableau de bord, ben, on en a parlé, donc c'est juste un rappel avec les KPIs, financiers et opérationnels, les choses qui vous intéressent et qui vous donnent le moyen de piloter et de décider. Et donc, quand on parle à l'interlocuteur, notamment bancaire, eh bien, on est à l'aise. Vous savez, si on vient présenter à la banque, et on parle d'un ratio qu'on n'utilise jamais, mais la banque, ça l'intéresse, vous ne serez pas à l'aise de toute façon. Vous ne serez pas à l'aise, même si c'est le vôtre, c'est vos chiffres, c'est vos ratios. L'idée, c'est de piloter comment dans un environnement. Tout à l'heure, je disais, c'est un écosystème. L'écosystème d'entreprise, c'est bien sûr les salariés, les dirigeants, les actionnaires, le conseil d'administration, les clients, les fournisseurs, les partenaires, etc. C'est un écosystème. On enlève un élément de l'écosystème, il n'y a plus d'entreprise. Et donc, l'idée, c'est que comment je parle avec tout ce monde-là. Après, bien sûr, les ratios ou les indicateurs économiques qui intéressent le patron, ce n'est pas ceux qui vont intéresser le fournisseur, ce n'est pas ceux qui intéressent le conseil d'administration, etc. Il y a une intersection, il y a des éléments communs, mais pas tout. Mais donc, il faut on pilote comme on aime parler à notre environnement, à notre écosystème. Scénario de simulation, tout à l'heure on en parlait, analyse de scénario et simulation financière. Voilà, what if, comme disent les Anglais, qu'est-ce qui se passerait si? Et ça, c'est vraiment important, ça vous donne une idée. Les scénarios, alors moi je ne suis pas, donc on dit le pessimiste, l'optimiste, le réaliste. Si on sait qu'il est pessimiste, on ne le prend pas. Si on sait qu'il est optimiste et irréaliste, on ne le prend pas. Hein. Et le réaliste, c'est fondé sur des hypothèses. J'ai des hypothèses intrinsèques, les miennes, de mon entreprise. Je prévois cette évolution. Mon interaction avec l'environnement économique, social et réglementaire va amener un certain nombre de contraintes. Et voilà. Et donc je prévois. Après, je peux dire les scénarios. Bon voilà, maintenant, si l'inflation ne fait pas 2% mais fait 5%, si l'économie, le PIB ne fait pas 2 mais il fait 0,5 ou moins 1, etc. Ça, c'est des scénarios totalement possibles et plausibles. Donc, c'est ce qui est possible de faire. Mais dire, je suis réaliste, mais le réaliste, ça veut dire que vous êtes sûr et certain. C'est rare, c'est très peu probable. Voilà, donc ça, c'est vraiment planification budgétaire flexible. Oui, ça, c'est un domaine que j'aime beaucoup, la planification. Le budget, on va en parler juste après, la prévision dynamique. Un budget ajustable. Le budget, en fait, lui, il est intangible. Je fais mon budget 2024 à l'automne 2023 ou fin 2023. Et j'ai fait mon budget 2024. Je ne touche plus. C'est fini, c'est figé, c'est gravé dans le marbre. Ensuite, en fonction de mon avancement dans l'année, je vais avoir des estimés, du forecast. Le budget, c'est le benchmark. Je ne bouge pas. C'est comme ça que je pensais faire mon année l'année dernière. Où il y a 1 an, où il y a 2 mois, où il y a 3 mois.
D'accord ? Et donc ça, c'est vraiment important d'avoir ces estimés réguliers. L'estimé n'est pas tous les jours, mais tous les 3 mois par exemple, ça peut être tous les 4 mois, 3 mois, ça peut être un bon ajustement de ma prévision de la fin d'année. La prévision, ça peut être carrément au jour, à la semaine, au mois et tous les mois, et sur un an. Ça peut être sur un an, sur 2 ans. Donc la prévision, elle vit sa vie. En fonction, voilà, la trésorerie, on a vu tout à l'heure, si je vois il y a un flux qui arrive, j'attendais 100, c'est 1000 finalement, eh bien ça va toucher la trésorerie. Donc ça c'est évident que je le corrige. Voilà. Voilà un peu le point rapidement sur la gestion des risques. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ? Alors, c'est vrai qu'on a pris un peu de temps, je vais juste prendre peut-être quelques minutes pour faire la 4e partie qui va de soi finalement. Qui va de soi, c'est quoi l'importance du pilotage de la planification financière ? Donc, on va voir ce que c'est que la définition de la prévision financière, c'est quoi le rôle clé de la prévision financière et les composantes du pilotage commercial et financier. Rapidement, qu'est-ce qu'une prévision financière ? Voilà, la prévision, c'est un processus d'estimation des résultats et ça comprend tout. D'abord, on se fonde sur un historique de données et ça nous permet d'analyser les tendances, n'est-ce pas, ce qui s'est passé avant, avec des hypothèses économiques pour l'avenir, mais aussi ce qui s'est passé, mais les données économiques du passé. Donc, les hypothèses économiques du futur et les données économiques du passé. Et ça va nous donner des estimations de tendance. Et donc ça peut inclure l'intégralité des indicateurs que vous connaissez de revenus ou de coûts. Et objectifs principaux, c'est surtout anticiper les besoins financiers, planifier la croissance et les investissements et gérer les risques financiers. C'est ça ce qu'on disait tout à l'heure, tout au début de la réunion, sur le rapport avec les banques. Quand j'ai ça, je sais anticiper mes besoins et le banquier lui-même le sait. Si j'ai ma relation en régulière avec lui, il va le savoir lui avant que je lui dise. Enfin, je vais lui dire, mais au fur et à mesure, pas au moment où j'en ai besoin. C'est très important, c'est l'anticipation. Différence entre la prévision. Alors, voilà, on arrive à la prévision, on ne fait pas une prévision comme ça, mais effectivement, on a un rêve, une ambition à long terme. Ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, ou même plus. Et après, on va avoir un plan stratégique. Comment je vais arriver à mon ambition stratégique dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est comme ça que je construis un peu mes ambitions, mes objectifs. Et après, je vais la décliner sur des prévisions de très court terme, comme je disais, de 1 mois, voire la semaine, à 12 mois, voire 2 ans. Et après, la prévision à court terme, sous forme budget, et que le budget, comme je disais, c'est intangible. Et c'est même un contrat, c'est un outil de management, entre vous et entre vous et vos équipes. Ça peut être totalement... voilà, le budget, donc on l'a fait à l'automne 2023 ou fin 2023 pour 2024, décliné par les rubriques que vous connaissez, que vous avez, que vous voulez piloter. Et voilà, le contrat, voilà, il peut être une espèce de contrat, ça peut être une espèce de contractualisation avec les chefs de service, avec les salariés, pour parfois aussi servir aussi, ça peut servir aussi d'incitation, voilà, ou d'émulation entre équipes, etc. Donc le budget, donc on ne le touche pas. En revanche, on va faire des forecasts régulièrement pour l'adapter et l'ajuster pour l'exercice à venir. La clé, eh bien voilà, identification des tendances et des opportunités de croissance. Là, ce travail-là va permettre ça. Donc, à chaque fois, analyser les tendances pour anticiper. Vous savez que sur les marchés financiers, ils font ça aussi. Hein. Donc, les marchés financiers, il n'y a que ça. Et pour une entreprise, c'est très important. Et les opportunités de croissance, pourquoi pas ? Moi, je dis, il n'y a pas de fatalité à la taille. Et ça peut, voilà, de toute façon, le monde avance, évolue, grandit, n'est-ce pas ? L'univers s'étend. Et donc, on ne peut pas rester à la même place. Parce que de toute façon, pour garder
notre positionnement, il faut qu'on progresse, qu'on continue, et donc chercher des opportunités de croissance, qu'elles soient externes ou organiques pour l'entreprise elle-même. Prévention des risques financiers et gestion des liquidités, ça c'est vraiment aussi un point important qu'on a vu tout au long de la présentation. Toujours mettre en place des mesures préventives pour atténuer le risque, ne pas attendre que le risque survienne. Quand on a eu le Covid, les entreprises qui ont le moins souffert, c'est les entreprises qui avaient plutôt un bon pilotage. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas souffert, hein. C'est juste que ça atténue le risque. Ça atténue l'effet du risque, ça atténue l'effet de la crise. Et la gestion des liquidités, comme on a dit, comme la banque aussi a des obligations, l'entreprise aussi doit se donner, même si elle n'a pas de ratio réglementaire à respecter, elle doit se dire, j'ai tant de liquidités à avoir toujours en réserve, si possible. Et enfin, prise de décision éclairée, fondée sur des données financières fiables. Les données financières fiables et les décisions stratégiques vont de soi. Quand on a tout à l'heure, je vous l'ai dit, prenez le reporting que vous avez et vous dites, est-ce que je prends des décisions avec ça? C'est aussi simple que ça. Si ce n'est pas bon, comment je peux créer un reporting, un tableau de bord, fondé sur des éléments financiers et des données fiables qui me permettent de grandir et de prendre des décisions. Et enfin, donc composant du pilotage commercial et financier, on a les indicateurs de performance, rappelez-vous, on en a parlé, ça dépend de vous. Le tableau de bord qui va avec, la prévision de revenus et de coûts et de l'intégralité de ce que je veux suivre, et les scénarios de projection, à la hausse, à la baisse. Prévision RH et masse salariale, c'est très important à ne pas négliger, parce qu'il y a la masse salariale où il y a les salaires, mais il y a aussi les cotisations sociales, etc. Et c'est très important, et le recrutement, pour voir comment je vais dénicher les talents, j'ai besoin de telle ou telle chose, comment je vais pouvoir répondre aux besoins de mes clients, et la technologie, outils de pilotage, toujours des logiciels de prévision financière, analyse de données, ça encore une fois, ça dépend de la taille de l'entreprise et du besoin, soit elle a besoin de quelque chose de simple, soit quelque chose de sophistiqué, avec l'utilisation de plus en plus des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle qui offrent beaucoup de belles choses aujourd'hui. Voilà un peu voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai assommé là. Ici, vous avez mes coordonnées, si vous souhaitez les noter. Voilà. En tout cas, ça c'est vraiment un sujet important. Toutes les entreprises sont concernées. Voilà. Et c'est très important. Ce que je dis, c'est ce qu'il faut faire évidemment, mais c'est vrai que dans l'entreprise, on n'a pas accès à faire, et puis dans les banques, pareil. Mais il faut trouver un terrain d'entente pour justement améliorer à la fois les relations et se comprendre mieux. Merci. Merci.